Hello et bienvenue sur Reset Your Mind pour un nouvel épisode, cette fois-ci dédié à la prise de poste. Quelles sont les 3 erreurs qui sabotent tes 100 premiers jours? Et crois-moi, j'en ai vu plus d'une prise de poste qui s'est pas bien passée. Quand on prend un poste, très souvent, on a cette motivation, cette excitation d'aller chercher un nouveau challenge, une nouvelle expérience. C'est génial, c'est très chouette, ça porte. Le problème, très souvent, c'est que l'on va se brûler les ailes en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Parce que réussir sa prise de poste, ce n'est pas montrer immédiatement qu'on sait tout faire mieux que quelqu'un qui est en poste depuis 10 ans dans l'entreprise. Ce n'est pas tout changer en très peu de temps. Réussir une prise de poste, c'est montrer que l'on sait poser les bonnes questions. Et c'est pas pareil du tout. Et dans l'absolu, le vrai danger d'une prise de poste, ce n'est pas l'éventuelle incompétence ou une éventuelle erreur de casting. Le danger dans une prise de poste, c'est de se surinvestir et de finir brûlé en à peine 3 mois. Et ça arrive extrêmement souvent. Ou d'être tellement stressé que l'on n'arrive plus à être efficace, efficient comme on aimerait l'être et faire beaucoup d'erreurs du coup. À toi qui écoutes cet épisode, je le répète souvent, Reset Your Mind n'est pas un espace pour performer plus, coûte que coûte. C'est un espace pour déprogrammer ce qui a tenu trop longtemps sous l'eau. Les fausses obligations, les exigences qui ne sont pas les tiennes. Les rôles que tu as endossés pour être à la hauteur. Ici, nous ne cherchons pas à améliorer pour améliorer, nous invitons à refaire surface, à libérer de l'espace dans la tête, à relâcher la pression inutile et tout ce qui fait que l'on t'a fait croire que tu devais serrer les dents pour avancer, pour avoir de la valeur, pour mériter ta place. Reset Your Mind, c'est un lieu où on remet du fun, de la légèreté, du vrai, et surtout où tu redécouvres cette évidence simple, oubliée, pourtant fondatrice. Tu es assez. Déjà assez pour créer une vie personnelle et professionnelle qui te ressemble vraiment. Alors pour démarrer cet épisode, moi j'avais envie de revenir quand même sur le fait que plus de 30% des managers qui sont managers aujourd'hui n'ont jamais eu la moindre formation de management. Ok ? 30%. C'est juste énorme. Se retrouver à devoir gérer des équipes sans accompagnement, sans formation, être manager, c'est au quotidien. C'est au quotidien des galères. C'est au quotidien des décisions à prendre 25 000 fois par jour. Petites, grandes. C'est des situations impromptues. C'est de la pression à gérer, du stress à gérer. Et si tu n'as pas appris à le faire, si tu n'as pas eu de formation ou que tu n'as pas toi-même appris à le faire, c'est quelque chose qui peut très vite te ronger de l'intérieur. Alors je sais que ça fait chouette sur le CV de mettre qu'on est manager et puis plus on a d'équipes grosses et conséquentes et plus c'est important. J'ai géré des départements jusqu'à plus de 200 personnes. Ok ? Je les ai co-dirigés. J'avais des équipes avec moi. J'étais manager de managers. Mais N-1 étaient eux-mêmes managers de managers. Donc oui, il y a une structure à mettre en œuvre, mais on ne t'apprend pas. Donc si tu ne prends pas le temps, toi, de prendre un peu de recul, si tu ne t'autorises pas à te poser des questions et à faire autrement et pas juste copier-coller ce que tu vois faire à côté, dis-toi qu'ils ne sont pas formés non plus, eux. Ok ? Donc ne suis pas l'exemple de personne qui n'est pas forcément formée. Alors, dans une prise de poste, j'avais envie de t'en parler pour te partager 3 erreurs que je vois vraiment très fréquemment. La première, tu t'en doutes, c'est le surinvestissement. C'était à peine arrivé que tu veux déjà faire comme si ça faisait 15 ans que tu étais là. Tu veux tout changer tout seul, tu veux montrer que tu es le plus beau, tu es le plus fort, ou en tout cas, pas forcément pour écraser les autres, mais déjà pour toi, pour te rassurer et pour assurer que t'es la bonne personne. J'ai vu des personnes prendre des postes et au bout de 3 mois, se poser des questions vraiment sérieuses en disant « mince, je me suis trompée ». Au bout de 6 mois, limite être déjà en burn-out. Et au bout de 9, démissionner ou être en arrêt. Donc, je pense qu'il est important de ne pas sous-estimer l'impact qu'un changement de poste peut avoir. Il y a énormément de choses qui jouent quand tu changes de job. Ton cerveau n'aime pas le changement. Ok ? Donc déjà, changement de job, il va se mettre en stress. Est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je suis la bonne personne ? Changement d'habitude personnelle aussi, ta logistique familiale éventuellement, si tu as des enfants aussi, enfin, ça génère énormément de stress aussi de ce point de vue-là. Même si tu as déjà changé de job, le fait de changer tous ces repères d'un coup d'un seul, ça met ton corps en stress et ce n'est pas
que dans la tête. Il y a comme une espèce de lance-incendie ouverte à fond à l'intérieur de ton corps. Est-ce que tu penses vraiment que ton corps est fait pour avoir une lance-incendie ouverte H24? Pas certaine. Donc, ne sous-estime pas ce stress-là. Et plus on est exposé au stress, plus c'est important et intéressant de fermer ces cycles de stress. Je t'invite à écouter l'épisode justement que j'ai pu faire sur le stress où je rentre dans ce détail de fermer des cycles de stress. C'est capital. Et pareil, on ne nous apprend pas à les fermer. On nous apprend à les subir, à tenir toujours plus dans un cercle qui monte le stress toujours plus jusqu'au jour où, comme l'hamster dans sa roue, tu finis explosé contre un mur quelque part parce que t'as rien vu venir, t'as rien su gérer, t'as juste subi. Donc, première erreur en prise de poste, c'est vraiment la partie surinvestissement pour te rassurer, pour te montrer souvent que tu es la bonne personne, tu es légitime à ce poste, sans tenir compte du stress que déjà le changement va générer en toi à titre perso, et puis la quantité d'informations qu'il va falloir emmagasiner pour pouvoir te sentir à l'aise. En gros, vouloir aller plus vite que la musique. Tu l'as compris. La deuxième erreur que je vois la plus fréquente aussi, c'est de vouloir passer à l'action trop vite, de vouloir impacter trop vite. Alors c'est bien d'apporter de la valeur rapidement, mais tu vas en apporter sans être un bulldozer forcément. Vouloir passer à l'action comme ça très vite, très souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va ignorer les codes de l'entreprise. On a fonctionné d'une certaine manière dans un ancien contexte, dans une ancienne entreprise. Et dans ce nouveau job, les codes sont différents. Et sous-estimer ces impacts-là, sous-estimer l'importance de cartographier ces codes qui décident, qui sponsorisent, quels départements fonctionnent bien ensemble, quels départements ne fonctionnent pas bien ensemble. Est-ce qu'il y a des petites guéguerres en interne? Qui peut être un allié pour toi? Qui peut être un sponsor naturel? Les relations aussi non officielles qui ne sont pas sur l'organigramme. Négliger les codes de cette nouvelle entreprise, les mécanismes, ça va te faire perdre énormément de temps, ça va te faire perdre énormément d'impact aussi, et ça va te générer des situations dont tu te passerais bien. Donc ici, mon conseil, ce serait plutôt de prendre le temps de cartographier, de prendre vraiment le temps de rencontrer le maximum de personnes avec qui tu vas devoir collaborer, les patrons de service, mais aussi dans les équipes avec qui tu vas devoir collaborer, et d'écouter. Pas de dire « je fais ça, j'ai fait ça, mais vraiment « ok, comment ça fonctionne pour toi? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que votre département attend de moi, de mon équipe ?» Prendre le temps d'écouter et de cartographier. Capital. Et pas rester juste dans son petit coin, dans son bureau, à tout de suite se mettre à bosser pour montrer qu'on sait faire, qu'on est occupé. Non, la prise de poste, c'est vraiment une espèce de roadshow pour aller rencontrer tous ses partenaires, tous ses interlocuteurs. Donc ça, c'est la deuxième erreur que je vois vraiment très souvent, c'est de négliger cette partie-là, les codes internes de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise derrière. Parce qu'une fois que tu as ces codes-là, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir agir, anticiper les écueils, les tensions et pouvoir les aplanir. L'erreur numéro 3 que je vais voir très fréquemment, c'est d'oublier, de négliger ses alliés. Ses alliés pro, mais ses alliés perso aussi. Parce que qui dit nouveau job, comme on l'a expliqué juste avant, dit énormément de changements, d'organisation, de logistique, de stress, d'informations, de quantité d'informations à emmagasiner, d'outils aussi, puisque dans beaucoup d'entreprises, il y a un sacré paquet d'outils aussi à intégrer, de process de validation ou autres. Donc, ce qu'on fait très souvent dans ces phases de prise de poste, c'est qu'on se focalise sur ça. Limite, on fait plus rien d'autre. Limite, on sort plus. Limite, on voit plus nos amis. Limite, à peine notre famille. Parce que tu comprends, je viens de prendre un nouveau job. Ok, c'est bien d'être engagé, d'être volontaire. Je trouve ça génial. Mais ne néglige pas tes alliés à côté, tes soupapes de ressources, tes soupapes de réénergisation. Vu que tu es exposé à beaucoup de stress, beaucoup de changements, tu as besoin de revenir. Non pas dans ta zone de confort, mais dans ta zone de génie. Et ta zone de génie, elle peut être alimentée par des amis, par des side projects. Nous sommes pluriels, nous ne sommes pas qu'une seule et unique personne. Être en séquentiel, c'est jamais très bon. Parce que cette volonté de progresser, c'est génial, bien évidemment, vas-y, fonce. Mais cette volonté de progresser, elle vient te sortir de ta zone de génie, donc elle vient te demander plus d'efforts, et c'est important de revenir à cette zone d'effort. Sinon, ce qui se passe, on se noie dans une espèce de brouhaha, et ce côté, il
il y a plein de choses à faire, je sais pas par quel bout commencer. Et c'est là où les alliés vont aider. Les alliés vont aider à verbaliser, et ça peut être des amis, des proches, ou si ça peut être un coach aussi. J'accompagne très fréquemment des personnes en prise de poste, sur des prises de poste à responsabilité, et c'est assez drôle parce que soit c'est les personnes qui viennent me voir en direct, voilà, je prends ce nouveau poste et j'ai envie de le sécuriser, j'ai déjà vécu ça, j'ai pas envie de recommencer et je veux être alignée, et je veux garder le cap. Ou alors parfois ce sont les entreprises. Ce sont aussi les entreprises qui m'appellent, qui me disent voilà, on vient de recruter quelqu'un, on pense vraiment que c'est la bonne personne, mais on souhaite l'accompagner pendant cette période de transition parce que l'entreprise sait que c'est une période critique. L'entreprise sait que c'est une période délicate. Donc si certaines entreprises ont réussi à le comprendre, je pense que c'est important d'essayer nous-mêmes de le comprendre. Dans cette phase de prise de poste, entoure-toi et privilégie ce temps que tu passes. Il est aussi capital que d'apprendre à gérer un nouvel outil, quand je parle d'outil, c'est un nouvel outil informatique ou autre qui est en pratique dans l'entreprise. C'est vraiment super important d'avoir ces sparring partners comme un coach, d'avoir ta famille, d'avoir des side projects, des soupapes. Parce qu'en fait, moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses, en tout cas quand je suis dans ce genre d'accompagnement, c'est enlever tout le bruit, tout le brouhaha pour te concentrer et te focaliser sur l'essentiel, à savoir garder le cap. Et pour pouvoir garder le cap, il faut avoir de la lucidité. Et cette lucidité-là, elle se travaille. Alors maintenant qu'on a parlé des différentes erreurs, il y en a forcément d'autres, mais les 3 plus importantes sont vraiment celles-ci, je trouve. On va parler de comment mener une prise de poste au mieux, ou en tout cas en essayant de mettre au maximum toutes les chances de ton côté. Eh bien, la première chose, c'est un process que je propose très souvent, et que je me suis appliquée moi aussi quand je prenais des postes, quand je changeais de job, c'est 30, 60, 90. 30, 60, 90 jours. Les 30 premiers jours, tu es là pour observer. Donc, les 30 premiers jours, consacre-les à rencontrer du monde, à comprendre comment ça fonctionne, à cartographier. L'objectif de ces 30 premiers jours, c'est vraiment d'avoir un panorama, un overview qui te permette de positionner les pièces, les personnes qui décident comment, que tu puisses avoir une vision d'ensemble, les enjeux de l'entreprise, d'où vient l'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé aussi, parce que quand une entreprise traverse des moments difficiles, ça laisse des traces sur les équipes, ça laisse des traumatismes. C'est important de les avoir très très vite en tête, parce que si tu les loupes, si tu n'en as pas conscience, tu vas devoir gérer les conséquences de toute façon. Mais si tu sais pas d'où ça vient, tu vas mettre 2 fois plus de temps. Donc cartographier les personnes, les équipes qui travaillent bien ensemble, les équipes qui ont plus de mal, les personnes qui composent ces équipes, bien évidemment, qui fonctionnent comment, pour qu'il y ait des tensions, est-ce qu'il y a des situations perso aussi un peu compliquées, un peu tricky à gérer. Vraiment, les 30 premiers jours, observation. Les 30-60, les 30 seconds jours, le 2e mois, si tu préfères, là, tu vas pouvoir commencer à tester. Attention, tester, pas renverser la table. Entre 30 et 60 jours, en gros, tu vas pouvoir vraiment commencer à mettre des quick wins en place, à tester, voir comment les uns et les autres réagissent. Commencer à construire ta stratégie, ta vision, ta feuille de route, si tu préfères. Tu vas pouvoir commencer à voir comment toi, tu vas t'imbriquer dans cet écosystème et la valeur que tu vas pouvoir apporter. Et les 60-90 jours, le 3e mois, là, normalement, tu te mets en action. C'est là où tu vas pouvoir présenter ta stratégie, déployer ta stratégie fort ou forte, justement, des premiers quick wins, des premières actions et de création de valeur que tu auras pu mettre en place dans les mois précédents, dans les semaines précédentes. C'est hyper important de prendre ce temps pour une prise de poste réussie. Sinon, tu vas passer ton temps à rétro-pédaler, à gérer des trucs que tu vas pas pouvoir anticiper parce que tu n'as pas l'historique, tu vas pas les voir venir. Donc ne néglige pas cette période-là, elle est vraiment importante. Je vais faire un aparté sur nous, mesdames, quand on prend un poste. Quand on prend un poste, soyons honnêtes, c'est double pression pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore toute la charge domestique, familiale à gérer qui vient fortement être impactée par un changement de job. On peut dire ce que l'on veut, ça reste très vrai et à ne pas sous-estimer. Donc déjà, quand on change de job, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est en stress, en perte de repères, on sait qu'on va devoir fournir des efforts plus forts, tout en assurant, comme avant, que tout se passe bien à la maison. Donc ça, déjà, warning. La deuxième chose, juste après, pour nous, mesdames, c'est qu'on n'a pas été programmés, si je puis dire, par l'éducation, par la société dans laquelle on vit, pour arriver en terrain conquis. Donc forcément, chez nous, le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la bonne élève, prouver
qu'on mérite notre place, prouver qu'on est la bonne personne, justifier qu'on a bien les compétences, qu'on sait bien faire, on va avoir encore plus ce travers, cette programmation neuronale et même, je dirais, animale primaire de juste, ce sont des réflexes qui vont être ancrés en nous, donc on va être tout le temps porté par ce réflexe de prouver, ce réflexe qu'on est là, ce réflexe de toujours plus, toujours mieux, parce on parlait du syndrome de l'imposteur qui nous pousse à justifier systématiquement, mais il y a aussi le côté bon élève, perfectionniste, où on va passer, surtout les premières réunions en équipe, ou les premiers codires, ou les premiers comex, où on va passer des heures et des heures sur nos praises, on va passer des heures et des heures avant à ruminer, s'il dit ça, alors il faut que je dise ça, et si ceci, et si cela, et on dort plus pendant pas mal de temps, mais on a vraiment cette auto-surcharge personnelle que l'on se pose encore plus nous-mêmes, qui est à ne pas négliger et qui peut nous, d'entrée de jeu, nous mettre dans le rouge. D'un point de vue neuronal et neurosciences, qu'est-ce qui se passe? Cette surcharge, plus on y est exposé, plus il faut l'apaiser. Encore une fois, c'est un cercle vicieux. Dopamine, cortisol. Dopamine pour se rassurer et avoir cette validation, et puis cortisol, peur d'échouer, peur et de stress qui vient s'alimenter. L'autre point, c'est que quand on est sous stress comme ça, on va avoir ces fameuses réactions au stress qui sont la fuite. Donc dans certaines situations, sur cette période de prise de poste, ça va venir se déclencher beaucoup plus facilement. Donc la fuite, monter au créneau, le côté combat, je lâcherai pas, je vais montrer, je viens d'arriver, en plus je vais poser mes jalons. Le côté tétanie, et puis la partie aussi complètement freeze, faire le mort, où on peut être complètement tétanisé. Donc la fuite, le combat, le freeze, l'état de choc, et puis le faire le mort, tout simplement, c'est important de les avoir en tête. Parce qu'on va se mettre une double pression. Alors, quand vous êtes en prise de poste, j'aimerais que vous vous posiez dans une réflexion autre. Et c'est ce que je propose souvent à mes coachés de faire quand ils sont en prise de poste. Plutôt de vous poser dans cette réflexion de « et si vous étiez la personne parfaite pour ce poste ?» Au lieu de « il faut que je montre que »,« il faut que je prouve que », et si vous étiez déjà la personne parfaite pour ce poste. N'oubliez pas que vous avez traversé un processus de recrutement. Donc, s'ils vous ont choisi, c'est que vous êtes déjà la bonne personne. Vous êtes déjà assez compétent, vous êtes déjà assez professionnel, vous êtes déjà assez experte, expérimenté. S'ils vous ont choisi, c'est que vous êtes déjà la bonne personne. Et vraiment, prenons là 2 secondes pour juste intérioriser cette phrase de « je suis la bonne personne pour ce job ». Je suis la bonne personne pour ce job. Vous voyez bien comment ça résonne à l'intérieur de vous. Ça résonne pas du tout de la même manière que il faut que je prouve que je suis la bonne personne. Pas la même résonance, hein. Et mon conseil ici, ça va être tous les jours de revenir à ça. En quoi je suis la bonne personne pour ce job? En quoi mes expertises, mes compétences, ma façon de penser, mes réflexes d'analyse sont un atout pour ce job? J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu as envie de le noter ou de le commenter, n'hésite pas, je lis tous les commentaires. Je regarde systématiquement ce que vous me remontez derrière les épisodes. Et si toi, tu es en prise de poste et que ça te challenge un petit peu, tu as envie de te faire accompagner, c'est typiquement là où un coach peut intervenir. Donc, je serais ravie de voir si je peux t'accompagner ou pas, si tu as envie qu'on travaille ensemble. N'hésite pas à prendre rendez-vous, je mettrai le lien dans les commentaires. C'est pas un rendez-vous découverte, hein, c'est un rendez-vous qui est assez exigeant. On fait le point sur la situation, on l'analyse et on voit si je suis la bonne personne ou pas pour t'accompagner. Je te dis à la semaine prochaine.